Oui, on vient de Paris, effectivement. On avait du beau temps là-bas. Bon, je dis rien, mais bon. Enfin bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que voulais vous dire? Ah oui, il y avait des trucs super sympas, le Java Playground là. Je pense que c'est un truc qui va faire concurrence avec le Python, les notebooks Python qu'on a à terme, et j'espère que ça viendra. Tout le code que je vais vous montrer aujourd'hui est sur Python, du coup. Donc on est très loin du monde Java. Et donc j'espère que ce truc-là ouais, sortira et avancera un peu plus. Donc, on va parler de la recherche à l'ère de l'IA. Donc aujourd'hui, la recherche, ça se contente plus d'une recherche traditionnelle avec des mots-clés, des termes, mais ce qu'on appelle TF-IDF ou BM25, mais plus sur la tendance actuelle du machine learning où il y a des nouveaux modèles qui commencent à émerger. Et ça a ouvert une nouvelle dimension pour la recherche. Donc cette conférence va donner un aperçu de ce que c'est cette recherche classique que j'ai dit BM25 et TF-IDF et quelles sont ses limitations. C'est quoi un modèle de machine learning et comment on peut l'utiliser? Comment on peut utiliser la recherche vectorielle ou encore la recherche hybride avec Elasticsearch? Et comment ChatGPT d'OpenAI est venu un petit peu apporter des choses et comment ça se complète naturellement avec Elastic. Donc l'idée là, c'est de vous montrer qu'avec une installation de base d'Elasticsearch que vous avez tous dans vos entreprises, je suis certain, presque, et des capacités que vous maîtrisez déjà, qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour arriver à rajouter une fonctionnalité de recherche vectorielle. Vous n'avez pas besoin d'une base de données vectorielle à côté. Tout ça est déjà disponible. Et en plus, en faisant exécuter de la recherche à côté par un autre système, vous perdriez toutes les fonctionnalités que vous connaissez déjà de base, dont je vais reparler tout à l'heure. Pendant la session, il y aura des éléments qui font partie de la version commerciale. Donc je le dirai explicitement, il y aura un petit bandeau bleu là qui dit commercial, donc cette partie-là est uniquement avec une licence Platinum, mais elle ne sera pas disponible dans la version gratuite de base. Mais globalement, tout ce que je vais vous montrer devrait être dans la version de base. Alors Elasticsearch, vous savez, c'est pour faire de la recherche. C'est basé sur une bibliothèque super puissante qui s'appelle Apache Lucene. Donc Elasticsearch est maintenant devenu le moteur de recherche de référence. Et toutes les fondations nécessaires au moteur sont dans Apache Lucene, y compris les fonctionnalités de recherche vectorielle dont je vais vous parler. Et très souvent, c'est contribué d'ailleurs par les équipes d'Elastic, ce truc-là. Alors, est-ce que vous connaissez cette phrase iconique? Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous cherchez. Donc en anglais, c'est These are not the droids you are looking for. Quand on veut chercher ce type de texte ou indexer ce type de texte, aujourd'hui, ce qu'on fait, alors aujourd'hui, peut-être hier, je ne sais pas trop me positionner dans le temps, je ne sais plus ce qui est le futur et le présent. En tout cas, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était de dire on va indexer ce contenu en passant par un analyseur de texte dans Elasticsearch. L'analyseur de texte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une phrase, donc avec différents textes, et il va passer par un certain nombre d'étapes. Une première étape, ça va être le caractère filter, où on va enlever, par exemple, les caractères EM, ici, les balises HTML dont on n'a pas besoin. Ensuite, on va faire la tokenisation. Donc, en fonction du tokenizer qu'on va utiliser, ici, c'est standard. Là, en gros, on va découper aux espaces. Ensuite, on va passer par des filtres. Chacun des tokens qu'on aura générés pendant cette phase-là, on va les passer par ces filtres-là dans cet ordre. Donc, on va tout mettre en minuscules. On va enlever les mots qui ne sont pas intéressants parce que c'est des mots courants de la langue, anglaise en l'occurrence. Et puis, Snowball, on va faire des radicaux des mots, par exemple. Donc, si je regarde cette phrase, comment elle serait analysée et indexée dans Elasticsearch? Donc tout ça, tout ce qui est en jaune en fait est ignoré. Droids devient droid au singulier. Ah bah c'est bien parce que si je cherche droid au singulier ou au pluriel, ça va marcher. Okay. You, ça va marcher. Looking devient look, donc ça va passer, etc. Mais si je cherche machine, ça marche pas. Parce que ce que j'ai indexé, c'est droid, c'est pas machine. Alors dans Elasticsearch, on a des systèmes de synonymes. On peut rajouter des synonymes en disant, bah, chaque fois que tu verras machine, c'est droid, ou quand tu verras droid, c'est machine, par exemple. On peut faire ce genre de choses. Mais cette recherche-là, alors elle est sympa, mais elle n'arrive pas à tout faire. Donc effectivement, il y a cette histoire de synonyme, mais il y a l'intention de l'utilisateur. These are not. Le not est important. C'est pas ces droïdes-là qu'on cherche. Donc le not est peut-être important dans la phrase. Nous, on ne va pas le capturer là. On n'a que droid, you et look. C'est tout ce qu'on va avoir.
Donc l'intention de l'utilisateur est difficile à capturer. Pareil pour faire de la recherche d'images ou de sons, on ne pourra pas le faire ici. Nous, on supporte que du texte, on ne pourra pas faire tout ça. Donc, à la place de ça, il faut qu'on fasse de la recherche sémantique. Et la recherche sémantique, ça n'est absolument pas de la recherche littérale. Donc, je vais vous expliquer un petit peu de quoi on parle. Donc, le but, c'est d'arriver à ce genre de choses aujourd'hui. C'est de dire, voilà, j'étais obligé de chercher par des mots-clés escadron de vaisseau X-Wing. Mais finalement, demain, ce que j'ai envie d'être capable de chercher, c'est quel vaisseau et équipage faut-il pour détruire une étoile de la mort quasi achevée, ou alors est-ce qu'il existe une faiblesse cachée. Vous voyez, donc on est loin des termes qu'il va y avoir dans nos documents, et on va avoir plutôt des niveaux sémantiques et des notions. C'est ça qui va nous intéresser. Alors Elasticsearch, vous savez, c'est pour la recherche, mais est-ce que vous savez que c'est aussi pour la recherche vectorielle? Non, vous ne savez pas. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce qu'un vecteur? Qui connaît ce film? Et quelques personnes âgées, c'est bien. Okay. Comme moi, quoi. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur? En fait, on va parler de notions d'embeddings, et d'embeddings, c'est des représentations numériques de vos données. Alors là, je vais prendre un exemple très simple avec un vecteur une seule dimension. Donc ici, j'ai deux images. J'ai une image qui est plutôt réaliste, et j'ai une image qui est ici un vecteur qui est plutôt dessiné. Okay. Donc je suis sur un axe, à gauche, -1, à droite, +1. Et en fonction de la position de mon objet, comment je vais le positionner sur l'axe, il va prendre une valeur entre -1 et +1. Donc Leia ici est plutôt en -1, et puis Dark Vador est plutôt en +1 parce qu'il est en vectoriel. Alors, évidemment, une seule dimension ne va pas suffire. Donc je vais pouvoir ajouter plusieurs dimensions à mes données. Je vais dire, je vais représenter un autre aspect. Est-ce que c'est un être humain ou est-ce que c'est une machine? Bon là, typiquement, j'ai un robot, c'est une image, elle est très réaliste, donc je vais la mettre en bas à gauche. Leia, c'est plutôt un être humain et elle est toujours réaliste. Lui, c'est un être humain, mais il est dessiné. Puis Vador, il est à moitié humain, à moitié composé de machine, donc on va plutôt le mettre ici à 0. Donc du coup, on va rajouter dans notre vecteur une nouvelle coordonnée, en fait, où on va dire Leia, c'est -1 + 1. Et puis Vador, c'est +1 et puis 0 en ordonnée. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va essayer de classifier de plus en plus d'informations. Donc ici, j'en rajoute. Je vais dire, par exemple, mon Luke Skywalker, lui, OK. Alors je rajoute des floats ici. Tout à l'heure, j'étais en valeur fixe, mais maintenant, je rajoute des valeurs numériques, toujours entre -1 et 1. Et mon Luke Skywalker, vous savez, il a la main coupée. Donc allez, on va dire qu'à 20%, il est pas vraiment humain. Donc voilà. Donc on va positionner nos objets dans notre espace d'embeddings avec toutes ces valeurs numériques. Et l'idée ensuite, c'est de faire une recherche. Donc dire, maintenant je cherche cette image. Donc c'est Yann Solo. Elle-même, je vais la classifier sur mon espace d'embeddings. Donc a priori, il va plutôt être humain et réaliste. C'est une vraie photo. Donc du coup, quand on va faire notre requête avec ce personnage-là, le vecteur qui va se rapprocher le plus, la personne qui va se rapprocher le plus, c'est plutôt Leia. Puis après, c'est sans doute Luke. Et puis après, peut-être que lui, on va imaginer que celui-là est peut-être plus proche. Ça aurait pu être celui-là, pourquoi pas, l'un des deux. À mon avis, était pas mal. Celui-là est carrément un peu plus à l'opposé. Donc à mon avis, il doit être beaucoup plus loin et donc il va être moins pertinent, celui-là. Alors comment ça marche tout ça? L'idée, c'est qu'on utilise des réseaux de neurones. Alors moi, je me rappelle plus de mes cours d'école d'ingénieur, mais ça devait être passionnant à cette époque-là. Donc on a un réseau de neurones non entraîné. On va l'entraîner avec différentes images et des labels. On va lui dire qu'à la fin, quand il voit une image de ce type-là, finalement, le label qui doit sortir, c'est un chat. Et puis une fois qu'on a notre modèle entraîné, on va lui présenter des nouvelles données. C'est ce qu'on appelle faire de l'inférence au moment de la recherche. Donc on lui présente une nouvelle donnée qu'on a prise en photo, et puis on lui dit trouve-moi le label par rapport à la photo qu'on a trouvée. Et c'est ce qu'il va faire. En passant par ce réseau de neurones pré-entraîné, il va nous trouver le label pour cette image, c'est un chat. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut être capable de choisir son modèle d'embedding. Une des choses que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des choses qui sont standards et sur étagère de base. Donc vous prenez des modèles, il y a plein de modèles sur Hugging Face qui existent, qui font beaucoup de choses très bien. Donc vous pouvez utiliser, pour les images, vous pouvez utiliser OpenAI Clip, c'est très bien. Mais si par contre vous arrivez à des limites, à ce moment-là,
Vous allez devoir, pour obtenir une plus forte pertinence, appliquer ce qu'on appelle un scoring hybride. On va couvrir ça tout à l'heure. Éventuellement, développer votre propre modèle. Mais là, c'est du boulot. Faut y aller, il faut des data scientists pour arriver à faire ça. Alors, il y a un problème. Souvent, c'est qu'on a une difficulté entre les données qu'on a entraînées et les données réelles. Ici, vous voyez, hein, c'est Luc qui s'entraîne et puis après il va à la bataille, c'est peut-être ça. Mais imaginez, prenez le cas, vous vous entraînez pour faire du 100 mètres toute l'année, vous vous entraînez, et vous allez courir le marathon. Vous n'êtes pas entraîné pour le bon cas d'utilisation. Donc là, c'est pareil. Des fois, le modèle que vous allez utiliser n'est peut-être pas le bon pour votre cas d'utilisation. Donc ça va être à vous, vraiment, de tester et d'ajuster et de prendre le bon modèle pour votre cas. Alors, comment on fait de la recherche vectorielle ? La première partie, ça va être indexer les données. Donc on prend des données en entrée, ça peut être du texte, ce qu'on a l'habitude de faire avec Elasticsearch, mais ça peut être n'importe quoi, hein, du binaire, des images, du son. Tout à l'heure, on fera une démo avec du son, on essaiera, si vous entendez bien. Et l'idée, c'est qu'on transforme toutes ces informations en embeddings, donc en vecteurs. Okay. Et ensuite, quand on veut faire une recherche, notre recherche, ce qu'on cherche, on va passer par le même système de transformation. Il faut absolument que ce soit cohérent à l'entrée et à la sortie. Il faut qu'on passe par le même. Et on va générer des vecteurs. Et du coup, on va essayer de trouver quel est le vecteur le plus proche et du coup afficher les résultats en fonction des vecteurs les plus proches. Okay. Alors dans Elasticsearch, comment on indexe avec des vecteurs ? Ce que vous avez l'habitude de faire si vous faites de l'Elasticsearch, c'est ça, c'est je prends un document, alors ici c'est sans doute des documents de sites marchands, où j'ai une description avec des détails de ce que c'est ces fringues, et puis j'ai même une photo. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un document vers Elasticsearch, et puis le document JSON, et c'est ça, et c'est ce qu'on va indexer, c'est chacun des champs. Donc ce qu'on fait classiquement, c'est qu'on fait, pour par exemple product name ou description, on va faire l'analyse de texte dont j'ai parlé tout à l'heure, découper aux espaces, faire des termes, et puis indexer ces termes. Quand on veut faire de l'embedding, ce que vous pouvez faire, c'est vous passez par un script en Python, pourquoi pas, vous pouvez trouver peut-être d'autres technos, hein. Prenez un modèle PyTorch, et au lieu de l'envoyer directement à Elasticsearch, vous l'envoyez vers un service qui tourne, et c'est ce service qui tourne qui va ensuite poster vers Elasticsearch. Il va poster, par exemple ici, ce qu'on a mis, c'est sous forme vectorielle, une représentation numérique de la description. Alors comme on a des images, on peut le faire aussi sur des images. Pareil, mon image, je l'envoie à ce système-là, et puis je lui demande de me calculer les embeddings, et ça va me calculer la classification que je souhaite sur cette image. Et donc c'est ce que j'indexe. Dans la version payante, petit bandeau commercial, on va pouvoir faire la même chose sans utiliser Python. Alors pas exactement la même chose. Sur les images, on ne sait pas le faire. Tout ce qui va être binaire, on ne va pas être capable de le faire aujourd'hui dans Elasticsearch. On va être capable de faire ça sur du texte. Donc sur du texte, le contenu texte, la description, on le fait passer par un pipeline d'inférence. On a déployé des modèles de machine learning dans Elasticsearch et automatiquement Elasticsearch va générer ces embeddings pour vous sans avoir un service tiers qui tourne. On a pour ça des outils. Alors pour importer typiquement des modèles que vous aurez choisis soit dans PyTorch, soit dans Hugging Face par exemple, ou votre propre modèle à condition qu'il soit applicable à ce qu'on fait dans Elastic. Je vais vous montrer ça juste après. Et donc on importe le modèle dans le cluster et puis après on gère le modèle, on le démarre, on fait ce qu'on veut. Alors les types de modèles qu'on supporte aujourd'hui, ça évolue énormément, donc on a une liste ici de modèles supportés. Donc aujourd'hui, ce qu'on supporte, c'est ceux-là, c'est ces modèles-là. Il y en a un que j'aime bien, c'est par exemple le Third Party Fill Mask Models. En gros, vous donnez une phrase et vous mettez des blancs à l'intérieur, entre crochets, et vous dites voilà, remplis-moi les trous. C'est une phrase à trous, il faut que tu me trouves les termes qui correspondent et qui sont le plus appropriés par rapport à ces termes. De la classification, de l'analyse de sentiments, tout ce genre de choses, c'est des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, charger le modèle dans Elasticsearch et il le supportera sans problème. La classification de texte, etc. Donc on a indexé. La question c'est maintenant comment on cherche avec les vecteurs. Comme tout à l'heure, je cherche quelque chose, je passe par le même script qui génère les embeddings qu'on a vu tout à l'heure au moment de l'indexation, sauf que là je le fais au moment de la recherche. Et puis ma recherche, je fabrique avec ça, avec le vecteur que j'ai obtenu, mon vecteur que je souhaite exécuter, et je fais une recherche de type KNN dans Elasticsearch. Donc KNN, c'est pour trouver les vecteurs les plus proches par rapport aux vecteurs que je donne en entrée. On est dans Elasticsearch.
Donc on peut aussi faire des trucs qu'on connaît très bien. Je suis dans le département au niveau du site marchand pour les femmes. C'est pas la peine d'aller interroger tout le catalogue. Je vais filtrer et je ne vais prendre que les vecteurs que j'ai indexés qui correspondent aux documents des départements qui concernent les femmes. Donc on va réduire le dataset grâce à ça. Dans la version commerciale, plutôt que de faire passer par un autre modèle, vous pouvez utiliser le même modèle de machine learning que vous avez chargé tout à l'heure avec Eland dans Elasticsearch. Vous précisez quel est justement cet identifiant de modèle que vous avez démarré, et juste vous passez le texte, et lui automatiquement, il va générer le vecteur dynamiquement, faire l'inférence pour vous, et puis envoyer la requête à Elasticsearch. Voilà, c'est un petit peu plus simple. Donc pour rappeler, les termes qu'on a vus aujourd'hui jusqu'à présent. Donc on a parlé, il y a différentes phases pour faire de la recherche vectorielle, la partie recherche, indexation et génération. Donc pour générer les embeddings, soit on utilise des modèles qu'on a téléchargés, soit des modèles que vous faites tourner en local ou que vous faites tourner dans Elasticsearch avec la version commerciale. Pour l'indexation, dans le mapping, il va falloir définir qu'il y a certains champs qui sont ce qu'on appelle des dense vectors. Donc c'est OK, ceux-là ils sont prêts à recevoir des vecteurs, ils doivent être indexés comme étant des vecteurs pour faire de la recherche vectorielle. Et au moment de la requête, on fait une recherche de type KNN pour faire de la recherche sur des vecteurs. Alors comment ça fonctionne tout ça en vrai? Il faut trouver des vecteurs similaires. Okay. Bon, on va faire un peu de maths. Donc ici, j'ai deux documents. Document 1, document 2, qui correspondent à deux personnages. Je souhaite chercher, c'est ma requête, un autre personnage. Donc comment je vais trouver quel est le vecteur le plus proche? Pour ça, on a ce qu'on appelle les cosinus. Donc on a un angle. L'idée, c'est de trouver quel est les vecteurs les plus proches. En appliquant le cosinus, en réalité, on va essayer de voir quels sont quand les vecteurs se confondent. Et notre score qu'on va calculer dans Elasticsearch, ça va être 1 plus le cosinus de l'angle divisé par 2. Ça fait du bien, un peu de maths. Alors le cosinus, il varie entre -1 et +1. Donc on va être entre 0 et divisé par 2 entre 0 et 1. Le score final va être entre 0 et 1. Okay, donc c'est juste la variation de l'angle. Petit rappel, quand les vecteurs sont très proches, quand l'angle est proche de 0, le cosinus est proche de 1. Quand on est à 90 degrés, on a des vecteurs orthogonaux, le cosinus est proche de 0. Et quand on a des vecteurs complètement opposés, le cosinus est proche de -1. Donc du coup, si je reviens ici, donc si j'ai des vecteurs qui sont carrément à l'opposé, ce qui était le cas de mon Dark Vador tout à l'heure, j'avais 1 plus -1, ça faisait 0. Donc j'ai quasiment un score de 0, donc il n'est pas très important. Par contre, là j'ai un score très très faible, j'ai un cosinus très élevé qui est proche de 1 entre Leia et puis Han Solo. Donc je vais être quasiment proche de 1 à la fin, puisqu'on va avoir 1 plus quasiment 1, divisé par 2, on va être proche de 1. Alors il y a d'autres systèmes. Dans Elastic, vous pouvez choisir, soit vous faites du cosinus, soit vous faites du produit scalaire. J'étais obligé de re-regarder la définition parce que je ne me rappelais plus de mes cours de maths. Mais l'idée, c'est qu'en gros, on va prendre le vecteur, on le projette par rapport au document, donc le vecteur qui représente la requête, on le projette sur le vecteur par rapport auquel on veut comparer, donc le document avec lequel on veut comparer. Donc on fait pareil, donc on prend cette longueur-là, on multiplie par le cosinus et on a cette longueur-là. Et ces deux longueurs-là, on les multiplie. Okay, et notre score, il est obtenu comme ça, on fait 1 plus ce produit scalaire, et on divise par 2. Alors ça, on fait ça pour les flottants, et je pense que c'est une petite optimisation ici pour les octets. Si vous avez au lieu de représenter vos vecteurs avec des flottants, mais si vous les représentez avec des octets, donc entre -127 et +128, ou -128 et +127, je ne me rappelle plus. À ce moment-là, on va faire cette optimisation-là, où là, on va multiplier par le nombre de dimensions qu'on a au total. Je pense que c'est une optimisation. J'ai vu ça dans la doc, je me dis tiens, je vais le mettre dessus. Et enfin, la dernière possibilité, c'est faire du L de norme, qui est en fait une distance euclidienne. Donc en fait, c'est quelle est la distance entre ces deux points. C'est ce qu'on va calculer ici. Donc ça se calcule comment? On fait les sommes des deux valeurs x et y soustraites. Bon, c'est ça la représentation.
Et donc, ce qu'on va faire ici, le score, c'est qu'on va faire 1 sur ça, sur 1 plus ça au carré. Alors le ça au carré, je pense que c'est une optimisation, ça nous évite de calculer les racines carrées. Parce qu'un carré d'une racine carrée, bah, c'est la même chose, donc c'est beaucoup plus simple et plus rapide. À mon avis, c'est une optimisation. Donc on ne sait pas exactement la distance euclidienne, mais voilà, on se sert du principe de la distance euclidienne pour trouver l'information. Autrement dit, bah, plus ça va être proche, plus on va se rapprocher d'un score de 1, et plus ça va être écarté, bah, plus on va s'éloigner d'un score de 1. Alors comment on fait nos recherches? J'ai plein de vecteurs, imaginez, j'ai tout un tas de vecteurs dans Elasticsearch que j'ai indexés, j'ai un vecteur et je fais une requête. La première façon de faire, c'est du brute force, on essaye. Et on a commencé par ça dans les premières versions d'Elastic et de Lucene. On faisait ça, du brute force, on prenait notre vecteur query et on comparait avec tous les vecteurs. C'était un peu long. Donc il y a une autre méthode qui s'appelle HNSW. Donc c'est l'état de l'art en fait pour rechercher des voisins proches. C'est pas le seul utilisé, mais c'est celui qui est utilisé par Lucene pour faire de l'optimisation. Donc l'idée c'est qu'on va essayer de traverser différentes couches pour petit à petit être de plus en plus proche et de sélectionner un ensemble de vecteurs qui nous paraissent les plus proches. Et ensuite, on va pouvoir faire du vrai calcul dessus. Mais d'abord, pour faire une sélection, on va commencer par faire une présélection en faisant cette approximation-là. Alors ça ne rend pas nécessairement tous les résultats correctement, mais on fait une bonne balance en fait entre la vitesse d'exécution et la précision. On n'aura peut-être pas la précision idéale, mais ça sera pas mal. Elasticsearch va choisir automatiquement entre les deux algorithmes, en fonction du volume par lesquels on va passer. Quand Elasticsearch va faire du filtrage des documents, il va savoir à l'avance par combien de documents il doit passer. Et en fonction de ça, il va savoir que quand il va commencer par exécuter du HNSW, et puis il va se dire « Ah ben ça y est, j'ai déjà atteint le nombre de documents par lesquels je dois passer, donc allez, autant passer en brute force parce que j'ai trop de documents sur lesquels à itérer, et ça ne va pas être assez bon. » Donc il fait cette optimisation naturellement pour nous. Ça marche mieux ? Si. On fait beaucoup de progrès avec Lucene. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on contribue énormément, et notamment une des contributions qu'on a faites, c'est qu'on a rajouté le support pour 2048 vecteurs supportés dans Elasticsearch. Donc ça fait vraiment beaucoup de dimensions. Tout à l'heure je vous ai représenté sur un axe que uniquement 2 dimensions, mais j'ai oublié de vous préciser qu'évidemment on a beaucoup plus de notions qu'on souhaite indexer dans nos documents, c'est pas uniquement sur 2 axes. Donc c'est beaucoup plus que ça. OpenAI, le modèle, je crois que jusqu'à présent, il avait 1536 dimensions. Donc normalement, on devrait avoir assez avec 2048 dimensions pour gérer tout ça. Néanmoins, c'est pas parce que vous avez 2048 dimensions que vous devez toutes les utiliser, quoi. Okay, des fois, c'est peut-être pas bon pour votre cas d'utilisation. Et vous allez avoir un problème de scalabilité de la recherche vectorielle. La recherche vectorielle, pour fonctionner, elle a besoin de tout loger en RAM. Okay, je dis pas en heap, mais en RAM. Donc il faut vraiment, voilà, c'est très gourmand en mémoire. L'indexation est plus lente parce que on génère des vecteurs, il faut indexer les vecteurs, donc ça prend plus de temps. Et pareil, le merge des segments, alors dans Lucene, on a plein de petits segments qui sont des mini-index. Et de temps en temps, on fait comme un peu du garbage collector, on essaye de les fusionner ensemble pour refaire des index. Ce merge est beaucoup plus lent. Alors, on s'est vraiment amélioré à partir de la version 8.8 sur le merge. Typiquement, on a amélioré ça. Au lieu de tout recalculer systématiquement, toutes les couches successives, on fait maintenant du delta, de façon à avoir un refresh qui est beaucoup plus rapide, enfin 2 fois plus rapide, mais pour autant il est plus lent que les refreshs qu'on avait précédemment. Donc il y a des coûts derrière tout ça. Donc il y a quelques bonnes pratiques à retenir, c'est qu'il faut éviter de faire des recherches pendant qu'on fait de l'indexation massive, parce que ça va vous coûter du temps. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude avec Elasticsearch, où on s'en fiche, on recherche pendant qu'on indexe, pas vraiment un souci. Là c'est quand même assez coûteux. Tous les vecteurs qu'on génère, ces gros vecteurs, vous allez voir tout à l'heure, ça représente vraiment beaucoup de lignes, beaucoup de paramètres. C'est pas la peine de les garder dans le champ underscore source. Le champ underscore source, c'est celui qu'on conserve dans Elasticsearch.
c'est le document JSON qu'on a envoyé, on le stocke tel que. Il vaut mieux exclure ces vecteurs, ils n'ont aucune valeur, ça sert à rien de polluer notre champ, notre document JSON avec ça. L'indexer, c'est bien, mais le stocker, ça ne sert à rien. Donc faites l'exclusion, c'est une très bonne pratique, ça. Réduire le nombre de dimensions des vecteurs et utiliser des octets plutôt que des floats. Ça, c'est ce que je vais vous montrer juste maintenant. Donc, pour réduire la mémoire requise, plutôt que d'utiliser des floats, vous pouvez utiliser des octets. Si pour la même notion, avoir une valeur entre moins 1 et 1, pour vous c'est la même chose qu'avoir une valeur entre moins 127 et plus 128, mais avec uniquement 256 degrés de précision entre les deux. Si c'est la même chose pour votre modèle, ça ne sert à rien d'utiliser des flottants. Vous pouvez utiliser des octets. Et si vous utilisez des octets, du coup, vous allez comprimer l'espace nécessaire. Et la recherche sera plus rapide avec les optimisations dont j'ai parlé tout à l'heure aussi. Pareil, vous avez tout un tas de vecteurs qui sortent de votre outil préféré, votre modèle favori. Peut-être que tous les vecteurs ne sont pas nécessaires. Peut-être que vous n'avez pas besoin de toutes les notions dans votre modèle. Donc à ce moment-là, vous pouvez réduire le nombre de dimensions par vecteur que vous souhaitez utiliser. Donc ça, c'est à vous de le faire. Hein. Encore une fois, c'est votre cas d'utilisation. Donc c'est à vous de voir le nombre de vecteurs que vous souhaitez embarquer. Donc les 2048 ne sont peut-être pas nécessaires. Hein. Peut-être qu'avec 90 vecteurs, c'est largement suffisant pour ce que vous faites. Quand on a ces vecteurs, on veut indexer des vecteurs, on veut rechercher ces vecteurs, il faut utiliser une base de données vectorielle. Donc une base de données vectorielle, j'ai mis une sorte de définition, ça permet de faire quoi? De stocker efficacement des vecteurs numériques et de supporter des opérations classiques de création, de lecture, d'update et d'effacement. Ça permet de faire de la recherche rapide, le mot est rapide, de vecteurs, et c'est conçu pour faire de la recherche vectorielle à grande échelle, donc il faut que ce soit absolument scalable ce truc-là. Ça tombe bien. Elasticsearch sait faire tout ça, mais il sait faire bien plus. Il sait faire ce que vous savez déjà faire. Donc il sait faire effectivement les vecteurs embeddings, il sait faire voilà, tout un tas de choses, mais il a aussi les filtres et les agrégations que vous connaissez déjà sur votre result set. C'est quoi la proportion de mes individus par année de naissance? Tout ça, vous pouvez le faire. Alors en version commerciale, il y a la sécurité native au niveau des documents. Donc en fonction des types de documents, quelles sont les données que vous avez à l'intérieur des documents, il y a des documents qui vont être cherchables ou pas, en fonction de qui vous êtes dans l'entreprise. Donc ça c'est en natif. Puis on a tous les autres types de données, géographiques, le support des langues dans Elasticsearch, la recherche full text qu'on connaît. Plus une communauté communité. Ah, c'est marrant ça. J'avais pas vu celui-là. Une communauté. Mauvaise traduction de l'anglais. Une communauté massive, plein de connecteurs qui vous permettent de collecter de la donnée. On a un crawler web par exemple, si vous voulez indexer votre site web facilement, vous pouvez faire tout ça. Ne vous faites pas abuser par le benchmarking. Donc tout le monde va vous dire ouais, nous on est les meilleurs et tout ça. Testez avec votre dataset. Testez-le, vérifiez, parce que peut-être qu'un autre outil est meilleur que ce qu'on va proposer dans les conditions réelles de votre travail. Donc voilà, testez-le. Il y a beaucoup de mauvais benchmarks un peu partout qui disent ouais, on est les meilleurs, sans donner vraiment les conditions du test d'ailleurs, mais bon. Faites-le, testez vous-même. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué de la recherche hybride, je crois que j'en ai parlé un petit peu, la recherche hybride, je ne sais plus si je l'ai dit. Dans Elasticsearch, je vous ai dit qu'on est capable de faire de la recherche traditionnelle, avec des termes, mais aussi de la recherche avec des vecteurs. Donc l'idée, c'est de combiner tout ça. On peut faire notre recherche basée sur les termes, on peut faire notre recherche sur la similarité vectorielle, et puis essayer de combiner l'ensemble. Alors ça marche comment dans Elasticsearch? On fait comme ça, on fait une recherche, je dirais, un petit peu classique, où on fait notre requête dont on a l'habitude de faire avec notre terme, on cherche Summer Clothes ici, et on va chercher sur le champ description. Donc pour ça, pour cette partie-là de la requête, on va faire de la recherche classique de termes. Très bien. Et dessous, on va rajouter une recherche type KNN, donc vectorielle. On fournit le vecteur, on le demande à Elasticsearch de le générer, qu'importe. En tout cas, ce vecteur-là représente Summer Clothes. Et on va lui dire d'appliquer notre recherche vectorielle sur le champ des vecteurs qui correspond aussi à la description. Donc on va mélanger les deux. La difficulté, ça va être d'avoir des scores qui sont cohérents. Je vous ai dit ici, le score KNN, il est entre 0 et 1, pardon, c'est ce qu'on obtient comme score.
de cette recherche-là. Le score d'ici peut être plus élevé, plus faible. Donc il va falloir peut-être ajuster les scores pour arriver à faire ça. En passant, ici j'ai fait de la recherche juste sur la description, mais rappelez-vous, hein, vous pouvez faire aussi de la recherche sur les images, sur le titre, pourquoi pas, alors que vous cherchez sur la description. Donc vous pouvez combiner plusieurs recherches vectorielles au niveau de la même requête, sur plusieurs notions différentes de vos documents. Chez Elastic, on a développé quelque chose qui s'appelle ELSER, donc qui est sous la licence commerciale, et qui résout un souci. Alors ça va pas vraiment être du vecteur au sens auquel on l'entend, pas exactement, mais c'est ce qu'on appelle des vecteurs éparses et qui sont stockés dans l'index inversé. Donc ce modèle de machine learning qu'on a développé nous-mêmes, alors je crois qu'on s'est basé sur des données de Google Question and Answer et des données de Stack Overflow. Et là-dessus, on a itéré des millions de fois les modèles pour arriver à calculer notre modèle. Donc ça, c'est un modèle sur étagère. C'est très très bien. Testez vous-même. Faites pas avoir. Comment ça fonctionne? Alors là, je vous montre une API qui s'appelle la simulation des ingest pipelines. Typiquement, c'est ce qui est fait quand vous voulez modifier un document à la volée avant de l'indexer. Donc vous envoyez le document et vous allez demander à faire une modification. Tout à l'heure, je vous ai dit, à un moment, quand on indexait, plutôt que de passer par un truc Python, on pouvait directement passer par un moteur d'inférence d'Elasticsearch. Typiquement, c'est ça. C'est le processeur d'inférence. Donc on choisit le modèle ELSER qu'on aura déployé, et puis on lui présente des documents. Donc par exemple, these are not the droids you are looking for, blablabla, etc. Donc on va prendre la première phrase, on va regarder ce que ça donne. Donc si je prends cette phrase, et que je la fais passer par le processeur d'inférence de l'ingest pipeline, ce que ça va générer en réalité, ce sont des synonymes. On va avoir une liste de synonymes. Alors c'est pas vraiment des synonymes, mais ce sont des valeurs en tout cas, des textes, des termes qui correspondent à ce qu'on a trouvé dans cette phrase. Mais ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des synonymes bêtes et méchants comme on a dans Lucene habituellement, c'est qu'ils ont des poids en fait. Et donc ils vont avoir plus ou moins de signification. Ce qui veut dire que tout à l'heure, je vous prenais l'exemple, quand je cherche machine ou robot, je ne vais pas être capable de trouver le texte. Mais là, en fait, comme je vais indexer robot, avec cette probabilité que ce soit un des bons termes qui correspondent au texte, je vais être capable de retrouver quand même le texte, alors que je n'ai pas indexé robot. Okay, donc ELSER, il va marcher comme ça, il va générer des synonymes dynamiquement en réalité. Et tout à l'heure, je parlais de combinaison de scores. Alors là, c'est ce qu'on peut faire, on peut essayer de combiner tout ça. Donc on avait le score basé sur les termes, le score de similarité vectorielle, et puis on peut rajouter cette extension de score qu'on appelle text expansion avec ELSER et faire une combinaison. Et en réalité, il y a quelque chose qu'on a sorti qui s'appelle RRF, et ça c'est dans la version commerciale aussi, si je ne m'abuse. Je n'ai pas revérifié ce truc-là, mais il me semble que ça fait partie de la version commerciale. Et ça permet de réajuster les scores. On a des algorithmes de ranking et de tri qui sont complètement différents. Le score qu'on obtient avec des termes, vous avez vu que ce n'est pas du tout des cosinus qu'on a calculés avec des vecteurs. Donc on n'a pas du tout les mêmes références. Donc si on combine bêtement les scores, avec ce que j'avais fait tout à l'heure, j'avais fait des boosts, 0,9 dans un cas, 0,1 dans l'autre, peut-être que ce boost-là n'est peut-être pas bon, ça dépend du cas. Et donc RRF, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le ranking de chacun des algorithmes. Donc ici, j'ai mon premier algorithme de ranking qui est par exemple ma recherche, on va dire, vectorielle. Et puis ici, j'ai ma recherche par terme. Okay, c'est les deux recherches que j'ai. Donc ici, j'ai des scores entre 0 et 1. Et puis ici, j'ai des scores entre 0 et ici 1341. Si je fusionne simplement ces scores, il est évident qu'il n'y a aucun des documents ici dont le poids va influencer le reste. Ce que je vais voir sortir, c'est C, A, F, G, H, parce que les autres vont être noyés dans la masse. En utilisant ce qu'on appelle RRF, en réalité, on ne va pas considérer les scores, on va regarder quel est le rang dans le résultat du premier algorithme de ranking. Donc document 1, 2, 3, 4, 5, où ils sont sortis. Je prends pareil, je fais ce qu'on appelle
cette somme-là, je prends une valeur, alors cas généralement c'est 60, mais vous pouvez modifier cette valeur, je ne sais pas pourquoi c'est 60 de base, et je prends K plus la valeur de ranking, donc ça fait 61, 62, 63, 64, 65, simple. Et je fais la même chose pour l'autre algorithme de ranking. Je ne tiens pas compte du score, je regarde quel est le rang pour chacune des positions, et je fais la même addition. À la fin, je vais combiner, je vais faire 1 sur le score que j'ai obtenu ici, plus pour le document A, 1 sur 62, et ça va me donner une valeur. Donc je combine ces différents scores, en gros j'ai normalisé, pas les scores, mais les rankings, les rangs, et en fonction de ça, ben, ça va me retrier en fait mes résultats, mais cette fois sans tenir compte du score, mais en tenant compte de la position pour chacun des algorithmes. Okay. Donc RRF ça s'appelle, et c'est, je pense que ça peut sauver, ça va éviter de se gratter la tête avec les boosts qu'on doit faire naturellement. Donc comment ça marche? On fait notre query de type match, c'est toujours notre algorithme sur les termes, BM25. Je fais LCR, c'est les synonymes, la génération des synonymes avec les poids. Donc c'est ça, texte expansion. Donc ça, on regroupe tout ça dans un truc qu'on appelle sub-search. C'est une nouvelle façon d'exprimer les recherches. Alors pourquoi on a besoin de faire du sub-search? C'est parce qu'on a vraiment besoin de connaître chacune des requêtes indépendamment les unes des autres. Alors qu'avant, quand on faisait une recherche classique dans Elasticsearch, tous les scores étaient mélangés. Là, il faut vraiment qu'on fasse des sous-requêtes. Puis après, on rajoute notre recherche vectorielle. Et puis après, on lui dit, bah, tu fais du ranking, notre RRF dont on parlait tout à l'heure. Okay. Attention, cette API va sans doute changer. On est en train de réécrire tout ça. C'est pas stable, c'est noté dans la doc. Hein. Pas stable, les API peuvent changer. On va essayer de trouver un moyen plus simple de réécrire tout ça parce que de toute façon, la recherche vectorielle, c'est ce qui va devenir a priori l'élément d'entrée natif de plus en plus dans les moteurs de recherche et donc dans Elasticsearch. Donc vraisemblablement tout ça va être réécrit autrement. Un peu moins verbeux sans doute. Alors, un petit point sur ce qui est gratuit, ce qui est payant. Donc faire de la recherche KNN avec cette hiérarchie qu'on a vue, tout ça c'est dans la version gratuite. Donc vous pouvez fournir votre propre embeddings, donc vos propres vecteurs, vous calculez ça à l'extérieur et vous les fournissez à Elasticsearch. Il les indexe, donc faites gaffe à la mémoire. Hein. Et sinon, vous faites l'inférence dans Elasticsearch, donc qui est la génération des embeddings à la volée par Elasticsearch avec le pipeline, le processeur d'inférence dont j'ai parlé tout à l'heure, ou encore LCR qu'on a vu précédemment. Je vais vous faire une petite démo et puis après on parlera d'autre chose. Alors, oui, bah avant que je vous fasse cette démo, ça va peut-être prendre un peu de temps. Si j'ai perdu la connexion à... J'aurais dû peut-être... Je vais vérifier d'abord, tiens. Est-ce que j'ai toujours la connexion sur mon truc? Ah ouais. Donc c'est ça, ça va prendre un petit peu de temps. Donc le temps que je parle de ça, je vais me reconnecter à ce truc-là. Est-ce qu'il a perdu complètement la connexion? Ah non, c'est bon, cool. Donc on n'a pas perdu la connexion, tout va bien. Alors quelle est cette démo? L'idée c'est que j'ai des fichiers audio sur mon ordinateur, sur mon repo GitHub ici, via un algorithme. J'ignore ce que fait absolument l'algorithme, hein. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait, mais ce qui va me générer, c'est des vecteurs qui représentent cette musique. Alors, je ne sais pas quel filtre audio il réalise pour générer ces vecteurs, mais il fait quelque chose, en tout cas. Donc, a priori, un spectrogramme. Okay. Il génère ces vecteurs, et ces vecteurs sont indexés dans Elasticsearch. L'idée, c'est de dire ensuite, je prends mon application mobile et je fais nanana, je chante un truc, comme ça, et ça va me passer ce fichier audio par le même système de génération de spectrogramme, ici, par un petit script Python. Ça va générer mes embeddings, m'exécuter ma recherche dans Elasticsearch, et avec ma recherche KNN, me refournir les documents qui correspondent, et généralement me retrouver la musique la plus proche par rapport à ce que j'avais indexé. Okay. L'idée, c'est de faire une recherche de musique. Alors, on va tenter ça. C'est là où je suis pas sûr que vous ayez complètement le son. Alors, attends, je vais enlever ça. Je vais le mettre juste comme ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste... donc j'ai un... Ah oui, bah, vous voyez rien. Dites-le moi si vous voyez rien. Tac, c'est ici, recopier de l'écran. Ok. Donc ici, c'est le notebook que j'ai. Donc c'est du Python. Hein. J'espère qu'un jour, on aura ça en Java, du coup.
Donc j'ai défini certains trucs, j'ai cloné mon repo, j'ai installé mes librairies, mes dépendances, etc. J'ai chargé le modèle, c'est ça qui m'a pris... non, pas ça. Non, celui-là, ça va. Si, celui-là, il a pris que 30 secondes. Non. Ok, bizarre. Ah oui, non, je sais. C'est parce que je l'ai fait une deuxième fois et ok. Non, normalement, ça prend 7-8 minutes ce truc-là, à charger le modèle et le télécharger dans le notebook. Et donc j'ai fait à l'instant une connexion avec Elasticsearch. Donc je vérifie que je me connecte bien avec Elasticsearch. Et oui, j'utilise une version... Ah, c'est pas la dernière, c'est la 8.10.3. On a la 8.10.4 maintenant, mais bon, je n'ai pas mis à jour. Oui, c'est Jupyter. Et mon Elasticsearch, il tourne dans Elastic Cloud, par contre. Okay, mais vous pourriez le faire tourner autrement, en local, pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer ici la configuration. Je vais créer mon index Elasticsearch, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ici, dans mon mapping, je lui ai dit, tu vas avoir un document, dans le document JSON, tu vas avoir un champ qui s'appelle Audio Embedding, qui est de type vector downs. Donc j'ai mis 2048 dimensions, je ne sais pas pourquoi. Et la similarité que je vais faire, c'est le cosinus, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est là où je pourrais faire les autres systèmes de calcul de similarité. Et ce audio embedding, c'est lui qui va recevoir les vecteurs. Donc ce que j'ai dit juste dessus, c'est qu'à l'indexation, tu vas m'exclure du champ source ce audio embedding. Je vous rappelle, c'est une bonne pratique. Ne pas stocker les vecteurs, ça ne sert à rien. Okay, donc on l'enlève. Puis après, j'ai d'autres choses, le chemin d'accès, timestamp, le titre et le genre. Pourquoi pas. Donc ça, je vais exécuter ça. Donc ça, tout ça, ça va ici créer l'index, enfin effacer l'index s'il existe déjà, je crois. C'est ça, ouais. Et puis ensuite, créer un nouvel index. Donc là, je l'ai créé. Là, j'ai un petit peu de code. Donc j'exécute juste le code, c'est juste les fonctions. Donc il y en a une qui va lister les fichiers audio dans un répertoire. Et il y a ça, qui va me générer les embeddings à partir d'un fichier web. Donc en gros, je vais appeler la méthode getEmbedding ici, avec mon fichier audio. Et c'est lui, il va charger avec cette librairie le fichier audio. Et il va faire ici, avec le modèle d'inférence que j'ai chargé, le truc qui dure 8 minutes, là, il va me calculer les embeddings. Ensuite, il va me les normaliser. Ça, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je crois que c'est pour avoir une magnitude de 1, etc. Et ensuite, il va me renvoyer ces vecteurs normalisés. Ça, je l'ai exécuté ou pas? Oui, je l'ai fait. J'ai fait. OK. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais indexer. La méthode qui permet d'indexer s'appelle Store in Elasticsearch. Elle prend en entrée une musique, donc le titre, les embeddings, les vecteurs que j'aurais générés, le chemin d'accès, le nom de l'index, le genre, et puis quel est le nom du vecteur sur lequel je veux bosser. Pourquoi je fais ça? Je suis pas sûr que ça sert à quelque chose, ce truc-là. Bon, on me rappelle plus. Et le document JSON que je vais générer, c'est ça. Donc les embeddings ici, le titre, le timestamp, le chemin et le genre. Et j'indexe ça. Donc là, je fais rien, hein, j'exécute rien encore. Hein, je fais juste, je définis les méthodes par lesquelles je vais passer. Et la requête, je vais juste l'exécuter. Je vous montrerai après comment elle fonctionne exactement, ma recherche KNN, comment elle est implémentée. Alors, je vais lister mes fichiers audio. Donc voilà, j'ai un certain nombre de fichiers audio qui sont là. Donc je vais prendre chacun des fichiers, dans le temps qu'il le fasse. Donc je parcours la liste de mes fichiers audio. Et puis pour chacun de ces fichiers, je vais générer les embeddings. Et puis je vais stocker ce que j'ai récupéré dans Elasticsearch. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez là, ce qu'il y a derrière, là, ces vecteurs là, ben justement, ce sont les embeddings que je suis en train d'afficher pour vous montrer. Voilà, c'est des vecteurs avec plein de colonnes. Et c'est ça qui va me permettre de générer mes vecteurs qui représentent chacune des musiques. Donc là, il est en train de le faire. Je classifie mes musiques avec le contenu de la musique. C'est pas je classe par genre ou je classe par truc, c'est je classe en fonction du contenu audio de la musique. C'est un peu comme si on faisait un peu du Shazam, quoi, si on veut, sur de la musique, si on veut, quoi. J'ignore encore une fois l'algorithme qu'il y a derrière qui fait la génération de ces embeddings. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement comme transformation audio. Et l'idée, c'est de trouver une musique similaire à un morceau audio. Donc là, ça va être pour la caméra. Je vais enregistrer le son. J'espère que vous allez entendre. Avec la pluie très forte qu'il y a à Bordeaux, on va peut-être pas entendre, je ne sais pas. Donc je prends ce fichier audio qui est Bella Ciao Humming. Et je vais vous l'afficher, enfin l'exécuter.
Vous entendez? Ok, donc ça c'est le morceau que je souhaite trouver, quelque chose qui correspond à ce morceau. Donc, comment on fait? Comme toujours, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on passe par la même génération des embeddings qu'on a utilisé lors de la phase d'indexation, mais on l'utilise lors de la phase de recherche. Donc je génère mes embeddings sur ce fichier audio. Je peux les afficher, vous allez voir. Voilà, c'est ça. C'est un vecteur. À quoi correspondent chacun des paramètres? J'en sais rien, mais c'est ça. Et ensuite, je fais ma requête. J'exécute ma requête en passant ces embeddings à Elasticsearch. Et je lui dis maintenant, trouve-moi le document le plus proche. Donc il va m'afficher un certain nombre de hits. Voilà, ça c'est la version JSON, il me trouve des trucs. Et ce que je vais juste faire ici, c'est pour que ça soit un petit peu plus présentable. Je vais vous montrer chacune les 5 premiers éléments qui correspondent à ce que j'ai cherché. Donc voilà, on a différents résultats avec le score qui a été calculé derrière. Donc c'est un score en pourcentage, là pour le coup, je dois avoir des valeurs entre 0 et 1, je suppose, et donc on a normalisé. Si je remonte à la recherche, le code qu'on a utilisé pour générer ça, ils sont longs mes embeddings, très longs. Ouh. Gros vecteur, hein. Voilà. Je vais l'effacer celui-là parce que c'est un peu trop gros. Ouais, celui-là, j'efface. Donc la recherche, comment elle est faite? Elle est ici, au-dessus. Voilà. Donc comment est faite ma recherche? C'est ça. Donc je passe en paramètre mes embeddings et je lui dis aussi sur quel champ je veux bosser et quel index. Donc ce que va faire la requête, c'est qu'il va vérifier déjà que j'ai bien un champ vectoriel dans mon document. C'est pas la peine d'aller chercher des comparaisons de vecteurs si j'ai pas de champ qui existe pour mes embeddings. Là, je sais que c'est 100% des cas, mais c'est pour vous montrer en tout cas qu'on fait bien les deux. On fait bien aussi de la recherche. J'aurais pu faire sur un genre particulier. Je veux voir que les musiques de genre hip-hop par exemple, et pour faire ma recherche. Et ensuite, j'applique ma recherche KNN. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Je passe sur le champ de mon champ vectoriel et je lui passe le vecteur que je viens de générer tout à l'heure manuellement. Et je lui dis, vas-y, fais ma recherche et trouve-moi les résultats. Tu me prends les 5 premiers, tu me ramènes les résultats. Donc très simple, ce que je voulais me montrer tout à l'heure au niveau des slides. Donc j'ai mes résultats ici, les voilà. Donc on va prendre le premier. Alors, si je prends le premier, est-ce que je le fais le premier ? Non, alors le premier, je ne le prends pas. Pourquoi ? C'est celui que j'ai indexé. Évidemment, les vecteurs sont complètement les mêmes. J'ai le même résultat. Donc celui-là, il a moins d'intérêt. Je ne vais pas vous le faire réécouter. Mais j'ai ce deuxième, là, qui est à 87%, qui est pas mal. Alors, écoutez. Bon, c'est moi qui essaye de chanter, je suis pas doué, mais voilà, j'ai fait un petit truc. En tout cas, le truc a trouvé que, bah oui, c'était le truc le plus proche. On va prendre le suivant. Donc celui-là, il a trouvé autre chose. Voilà, pourquoi pas. Et puis je prends le suivant, c'est quoi ? C'est pas mal, peut-être. Ça paraît cohérent. Et là, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Bon, c'est moins probant celui-là. Néanmoins, il y a quand même de l'acapella, donc peut-être que c'est pour ça qu'on retrouve le même style de son. Là, j'ai pris un autre, j'ai fait un autre exemple, donc pareil, hein, je prends ce morceau-là, c'est du Mozart. Mais désaccordé, hein, le Mozart, hein, il est... je sais pas qui a joué ça, mais bon, c'est terrible. Donc pareil, je génère les embeddings de ce morceau-là, encore une fois, et je fais ma requête, comme tout à l'heure. Et ensuite, je lui fais la même chose, j'affiche mes résultats. Donc évidemment, le premier, c'est le même morceau, hein, ça n'a pas de secret. Mais ensuite, il a trouvé Bella Ciao String Quartet, ok, pourquoi pas. Pourquoi celui-là ? Ouais, le violon, probablement, c'est...
alors que peut-être que finalement c'était peut-être pas le bon, hein. Peut-être que celui-là aurait été mieux, mais... Ça ressemble plus musicalement aux notes qu'on avait dans le premier morceau, hein, mais bon, peut-être que comme c'est du saxo, c'est plus du violon, et donc voilà. En tout cas, c'est la façon dont il a trouvé la classification et comment il pouvait faire la classification de ses musiques. Okay. Donc principe simple, j'ai indexé, j'ai utilisé un algorithme d'embedding, j'utilise le même lorsque je veux faire la recherche, et voilà, j'envoie mes documents à Elasticsearch. Je vais remettre ça là. Après, il n'y a plus de musique, donc c'est bon. Ok. Ouais. Non. Ouais. C'est par rapport à ce que je cherche. C'est le cosinus en fait. C'est toujours cet angle-là. C'est que les vecteurs sont vraiment confondus. Donc c'est 1, donc 100%. Et sinon, ils sont un peu plus écartés. Donc c'est pas par rapport au jeu de données. Là, pour le coup, c'est vraiment la query et chaque document qu'on compare. Ouais, c'est assez proche. Ouais. J'ignore pourquoi le truc d'embedding a généré ce truc-là. J'ai pas répété la question, mais c'était pourquoi est-ce que le score est global et en fait on compare avec l'ensemble du dataset ou c'est vraiment par document entre la query et le document. Je répète. Oui, c'est dû au classifieur, oui, effectivement. Mais de toute façon, les résultats qu'on obtient après dans la recherche KNN, hein, c'est toujours des scores entre 0 et 1. Et ici qui ont été multipliés. Alors, ChatGPT. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ouais, je peux vous laisser comme ça. Donc ChatGPT, vous avez entendu parler, hein. Tout le monde s'en sert. Donc c'est plus globalement les large language models. Comment ça fonctionne? Alors l'idée c'est que vous posez une question, vous envoyez votre question à votre large language model favori, hein, vous en avez plusieurs, et le système a été entraîné sur des données publiques. Donc ça va vous donner une réponse. Pourquoi pas? Le truc, c'est que c'est sur des données publiques. Donc ça veut dire que ça ne connaît pas du tout votre contexte métier. Il n'a aucune idée que vous êtes une banque, vous êtes un site marchand, vous êtes quoi que ce soit. Il ne connaît pas votre dataset, il n'a aucune idée de tout ça. Vraisemblablement, si vous êtes une banque, vous n'avez pas envie non plus d'envoyer à ChatGPT vos données pour qu'il soit capable d'indexer les données de vos clients. Donc on ne va pas lui donner ça non plus. Okay. Ça, à la limite, bon, on le sait, on est au courant. Moi, ce qui me choque le plus, c'est la confiance affirmée de la réponse. Quand j'utilise ChatGPT, j'ai l'impression qu'il a raison. En fait, il me dit un truc et il me l'affirme, il dit c'est la vérité. Alors maintenant, j'utilise cette analogie avec mes amis sans arrêt. Je leur dis, mais en fait, prenez ChatGPT comme un pote. Vous doutez des fois des réponses de votre pote, doutez de ChatGPT. Il peut vous affirmer un truc, mais ça peut être de la connerie. Okay, donc voilà, prenez ça avec des pincettes. On ne sait jamais. Ce qu'on va faire avec Elastic, on va essayer de combiner les deux. Alors ça s'applique à Elastic, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres bases vectorielles. Hein. C'est le principe du RAG, Retrieval Augmented Generation. Mais avec Elastic, vous allez avoir plein d'avantages à le faire et ça va être rapide. C'est de dire, vous posez votre question toujours. Cette question-là, vous allez la poser aussi à Elasticsearch sur vos données métiers, dans ce que vous avez indexé, vos données audio, vos données bancaires, vos données, tout ce que vous voulez, enfin vos données qui vous sont vraiment propres. Et avec ça, avec les résultats que vous allez obtenir, que ce soit avec de la recherche par terme, de la recherche combinée, de la recherche vectorielle, enfin qu'importe, les résultats que vous allez obtenir, vous allez les fournir en tant que fenêtre contextuelle à ChatGPT et consorts, à OpenAI ou BART, pour lui dire, voilà, tu vas me fabriquer maintenant une réponse, mais uniquement avec mes réponses à moi. C'est-à-dire, ne va pas inventer des trucs qui n'existent pas, moi je te donne ma source de vérité. Et basé là-dessus, sur mes 5, mes 10, mes 20 documents que je te renvoie, fabrique-moi une réponse qui maintenant correspond au langage naturel. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va toujours utiliser les données publiques pour vous fabriquer cette fois la bonne réponse. Donc ça va vous donner des résultats qui sont beaucoup plus ciblés, puisque ça va être vraiment en fonction du domaine. Je vais vous montrer un truc juste après. Vous allez pouvoir utiliser de la personnalisation utilisateur, hein, toujours le truc, vous êtes sur un site marchand, homme, femme, en fonction de ce contexte-là, je vais pouvoir aussi ramener des données métiers qui sont vraiment, qui correspondent au contexte de recherche de l'utilisateur et non plus un truc très 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 générique. Okay, je vais vous faire une démo alors de ce truc.
Ok, allons-y. Sinon, il faut que je change les mots de passe. Celui-là, je ferme. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah ouais, j'ai juste posé une petite question. Ouais, non, ça, je vais le faire après. Ici, je suis sur un site, donc c'est un site démo d'Elastic. Je vais rafraîchir. Ouais, c'est bon. Donc, on peut lui poser des questions. Ici, je suis en tant qu'ingénieur, mais j'ai deux profils en fait sur mon site web. On va dire soit je suis ingénieur, soit je suis un manager. D'accord. Donc, je peux lui poser des questions. What is NASA? C'est quoi la NASA? Ok. Donc, il va me répondre quoi? Donc là, il va interroger Elasticsearch, ma base documentaire, c'est en gros le wiki d'Elastic là qu'on interroge finalement. Et puis il va prendre ce résultat ou ces résultats, tous les documents qui correspondent, et il va envoyer ça à ChatGPT pour me fabriquer une réponse pas de ChatGPT pardon, à Azure OpenAI. Et il va me fabriquer une réponse. Alors vous voyez, il me dit pas bah, c'est la NASA qui permet d'envoyer des robots sur Mars et compagnie. Hein. Il me dit non, non, en fait, bah, ouais, dans Elastic, dans les données d'Elastic et commercialement, c'est la région nord-américaine et sud-américaine. C'est juste ce que ça représente. Donc ouais, il hallucine pas. Il me donne pas des trucs qui sortent du contexte. Il me donne vraiment la réponse dans mon contexte. Voilà, avec les liens d'ailleurs qui correspondent. Start over. Ah non, je voulais faire ça. Clac. Je rafraîchis. Je vais dire par exemple ici comment fonctionne la compensation. Donc compensation, c'est le salaire. Comment on est rémunéré chez Elastic. Si je clique ici, elle va me dire je sais pas. Il me dit je sais pas parce qu'en fait il a retrouvé aucun document qui corresponde en fait à ce qu'on était en train de chercher. Donc il va pas m'inventer un truc parce qu'il faut donner une réponse. Il va juste dire je sais pas. Soit il faut que tu me donnes un autre plus d'informations, mais là je peux rien faire avec ça. Alors l'avantage que vous n'avez pas vu derrière, parce que vous ne voyez pas comment c'est codé exactement, mais comme Elasticsearch renvoie 0 document, on ne va pas aller bouffer des crédits chez OpenAI, parce qu'on ne va même pas l'interroger, puisqu'on sait déjà qu'il n'y a pas la réponse. Okay. Alors il n'y a pas la réponse parce que je suis un ingénieur. Mais si je suis un manager et que je pose la même question, ben là je vais lui donner une fenêtre de contexte différente. Donc je vais faire un filtre sur mes documents, c'est aussi simple que ça. Hein. Sur mes documents, je fais un filtre et il me dit ok, ben voilà, en tant que manager, maintenant oui, tu as accès à ce document, donc je te donne la réponse. Et cette fois, c'est une réponse intelligible. C'est pas ça vient pas, le texte-là évidemment vient pas d'un document, c'est pas une réponse toute faite qu'on a dans nos documents. Hein. C'est OpenAI derrière qui a généré cette réponse-là, basée sur l'ensemble des réponses qu'on a apportées et qu'on a envoyées au contexte d'OpenAI. Alors une que j'aime bien, c'est celle-là. C'est Who is Thomas Pesquet. Alors une fois j'ai fait une démo et ça m'a sorti quelque chose. Voilà. Donc il me dit bah je sais pas. Chez Elastic on sait pas. Si vous aviez posé la question sans passer par Elastic d'abord, et bah là je l'ai mis en anglais, c'est pas grave, en français. Mais en fait il vous aurait répondu quelque chose. Donc imaginez le cas. Vous faites un site marchand pas un site de recettes de cuisine. Et vous implémentez ça avec derrière OpenAI et compagnie. Et vous dites, je veux faire ce soir une daube, je sais pas, de bœuf, voilà, qu'importe. Il va vous répondre. Et si sur ce même site marchand, vous lui posez une question où on n'a pas de réponse, genre qui est Thomas Pesquet. Si vous êtes juste connecté avec OpenAI, il va vous donner une réponse. Il va dire à votre utilisateur, oui, bah, pour ta recette de cuisine, Thomas Pesquet est un astronaute français qui n'a aucun rapport. Enfin, ça se cuisine pas, ce genre de plat. Par contre, si vous avez connecté avant ça un moteur de recherche vectoriel, donc Elasticsearch en l'occurrence, à ce moment-là, bah, vous allez faire ce filtrage et vous allez dire non, je ne donne pas de réponses qui n'ont rien à voir avec mon cas d'utilisation, ça ne sert à rien. Okay. Donc c'est important de faire ce lien entre les deux éléments. Alors, oui, pardon. Alors, il n'a pas indexé ChatGPT. Hein. Il a juste pris la fenêtre contextuelle qu'on lui donne. Okay, donc, on lui a donné nos résultats, quelques extraits des documents qu'on avait, plus la question d'origine, et il a fait une réponse avec ça. Oui, donc c'est le temps qu'il a mis, oui. Ouais. Ouais. Si on regarde, j'ai pas les temps de réponse ici dans cette démo-là, j'ai une autre démo où j'ai les temps de réponse, mais en gros, on voit que... Je crois que je l'ai l'autre. Attends, je peux te la faire. Elle est où? Ouais, sur celui-là.
Si ça fonctionne ce truc-là. Là, il y a les détails. C'est en fait là, on a indexé avec un web crawler, on a indexé la documentation d'Elasticsearch. Okay. Donc on peut faire how to upgrade Elasticsearch to 8.8.1. Je sais pas, j'essaye ça. Je fais une recherche, voilà. Donc, d'un côté, on va avoir les résultats avec les documents qui vont être ici. Et normalement, je devrais avoir une petite information au bout d'un moment sur le temps qu'il a mis. Voilà, tac, tac, tac. Voilà. Donc, côté Elasticsearch, on a mis 237 millisecondes pour récupérer nos documents. Donc, on a fait tourner, pareil, du vectoriel là-dessus. Voilà. Mais donc, ça n'a pas été très long. Et on a ramené les documents. Et les documents qu'on voit, c'est ceux-là, hein, qui sont dessous. C'est ceux qui sont à droite, hein, pardon. C'est ceux qui sont à droite. Et ces documents-là, on les a envoyés ensuite dans ChatGPT. Et là, ça a mis un petit peu plus de temps pour qu'il nous fabrique la réponse. On lui a envoyé ce contexte, ce truc-là, et là, il a mis 2 secondes et des poussières pour nous fabriquer cette réponse-là. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, si c'est bon ou pas bon. Vraisemblablement, ça devrait être pas trop mal, puisque c'est basé sur notre documentation. Mais comme il doit mélanger plusieurs types de documentation, je ne sais pas ce que ça vaut. Okay. Donc voilà, c'est à peu près les temps qu'on obtient de nos jours. La fenêtre contexte, elle est limitée? C'est ça que tu m'as posé comme question? Oui, on n'envoie pas tous les documents. On envoie, je sais pas si c'est une vingtaine de documents ici qu'on envoie à ChatGPT. Les 20 plus importants pour nous. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Alors, si c'est implémenté avec du vecteur, je pense qu'il devrait se débrouiller quand même. Je sais pas comment on peut faire là. Je sais pas, quelle phrase pour. What is not a shard? Je sais pas si ce que ça va donner ce truc-là. Hein. Alors là, il va me proposer des trucs. Alors côté... donc pour chacun des documents, je pense qu'il va les passer dans le chat GPT. Il dit, bah non, en fait, ce document-là correspond pas à ce qu'on cherche. Celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Non, bah, donc il trouve rien. Donc il va me dire, non, j'ai pas trouvé en fait de réponse à cette question. Bah, bon. Il y avait une autre démo, c'était quoi ça? Ouais, ça c'est pareil. Je sais pas ce qu'elle faisait celle-là. J'ai pas encore testé vraiment ce truc-là. Donc c'est pareil, on peut faire euh, funny actor. Voilà, il nous trouve des trucs. Alors là, on a indexé Wikipédia. Et là, on fait juste de la recherche classique BM25 avec sur la recherche par terme. Donc ce qu'il nous donne, c'est funny people, puis ensuite des gens, pourquoi pas. Mais si on fait où on mélange le tout avec, je vais faire LCR là, c'est avec mes synonymes par exemple. Alors lui, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ah ouais, il a changé. Il a mis d'autres trucs, il a mis des acteurs d'abord, et puis il a pu mis un truc générique où on avait les termes qui correspondaient. On a d'autres notions. Et ça va être la même chose avec la connexion avec OpenAI. Ouais. Bon. Donc en fonction de l'implémentation que vous allez choisir, donc BM25, il a trouvé que 5190 documents, c'est que des termes. Avec LCR, vu qu'on a fait de l'expansion de texte et qu'on a mis beaucoup plus de synonymes, il a trouvé beaucoup plus de documents qui correspondent et qui matchent. Et ça, c'est avec RRF, le ranking, où on mélange BM25 et le LCR. Voilà. Bon. C'était ça. Donc, en conclusion, c'est bon sur le temps, ça va? Très bien. Donc vous allez pouvoir faire ce qu'on faisait habituellement, de la recherche lexicale classique, ici, que vous allez pouvoir l'enrichir avec de la recherche sémantique, soit sur du texte, soit sur des images, soit sur de l'audio, soit sur autre chose, soit sur du binaire, en tout cas, que vous êtes capable d'encoder de façon vectorielle, en utilisant les modèles de machine learning tiers, ou alors le modèle LSER dont je vous ai parlé, que Elastic fournit dans la version commerciale.
Et puis avec tout ça, vous faites du ranking, la fusion des rankings, là, de façon à avoir un truc qui est homogène. Tout ça, ça vous fournit finalement une API de recherche sémantique. Et c'est ça qu'on est en train de rebosser, en fait, de dire que le underscore search qu'on avait habituellement dans Elasticsearch, ça va sans doute être remplacé par ça. Et qui va permettre de faire soit que de la recherche lexicale, ou alors rajouter les autres, mais d'avoir une façon unique de faire de la recherche à l'avenir dans Elasticsearch. Donc pour faire de la recherche avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des données en entrée, donc du texte, des images, des documents, des capacités en langage naturel, être capable de faire de la recherche en texte ou en vecteur, être capable d'utiliser des modèles de machine learning, des modèles LLM qui soient publics ou propriétaires. Ben, c'est exactement ce qu'on fournit en standard dans Elastic. Donc l'ingestion, la recherche vectorielle, la recherche hybride qu'on a vu tout à l'heure, et des modèles flexibles pour rester à jour avec soit les modèles tiers que vous importez encore une fois de Hugging Face ou PyTorch, et la connexion avec les LLM. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci. Il faudra que tu coupes la bière au montage aussi, ça se fait pas ça. Est-ce que vous avez des questions du coup? C'est ça. Ouais, vas-y. Un plaisir. Alors la question c'est est-ce qu'on peut changer le ranking par sa propre implémentation au lieu de faire RRF, remodifier ça? Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas te dire. Je pense pas que ce soit hyper flexible. Il y a des paramètres de RRF pour ajuster en gros de chaque dataset quel est le nombre de documents que tu veux récupérer pour faire le ranking. Donc est-ce que je prends des fenêtres de 1000 documents ou je prends des fenêtres de 50 documents? Parce qu'évidemment, il y a peut-être des documents qui vont être tout en bas, qui sont quand même intéressants pour ton ranking. Mais à part ces paramètres-là, je vois pas comment tu pourrais faire. Ouais. Non, après, ce que tu peux faire, c'est du scoring classique et faire du function score qu'on fait dans Elasticsearch, où tu vas implémenter ton propre algorithme comme ça, mais basé sur le score. Du coup, c'est plus du ranking. C'est calculé sur le score. Mais comme tu as encore une fois des scores qui vont être très très différents et très disparates en fonction des- C'est ça. Il faut les normaliser, ouais. Donc je ne pense pas qu'on puisse plugger notre propre RRF aujourd'hui. Peut-être que ça viendra un jour. Je sais pas. Ouais. Alors la question c'est quand on dit que c'est gourmand en mémoire, quelle quantité ça représente? Est-ce que c'est vraiment énorme? Alors il faut pas, c'est pas, enfin, il faut être capable de stocker tout l'arbre, toutes les couches en mémoire. C'est ça qui va prendre de la place. Ça ne veut pas dire qu'on va stocker tout le dataset en mémoire, pas tous les index. Mais en tout cas, cette partie-là, représentation vectorielle, doit être en mémoire. Donc je pense que si on démarre avec des machines en dessous de 16 voire 32 gigas, ça va être très très limité, sauf si on se limite à un dataset petit, hein. Mais comme on va être off-heap, on peut aller beaucoup plus loin. On peut mettre des machines à 128 gigas ou 256, pourquoi pas. Et comme ces trucs-là vont être off-heap, on va être capable de tirer parti de cette puissance. Donc si vous avez des centaines de millions de documents à stocker, là, il va falloir de l'espace. Donc c'est fonction du nombre de documents que tu vas avoir. Oui, après, tu vois, moi sur la démo que je faisais sur de la musique, j'avais pas beaucoup typiquement de musique hein, que j'ai indexé. J'ai indexé une dizaine de musiques, donc ça passe très bien en mode démo. J'ai pas de chiffre à te donner. Je peux pas te dire pour 1 million de documents de type, je sais pas, images et photos, voilà quel est l'espace nécessaire. Je peux pas te donner de chiffre comme ça. Je sais même pas si on a des abacs là-dessus. Je pense que dans nos benchmarks, on doit avoir ça. Parce qu'on fait tourner des benchmarks toutes les nuits où on indexe systématiquement les mêmes datasets avec des vecteurs et je pense que là-dessus il doit y avoir le stockage mais je le connais pas. Ok.
Bon, ben, merci beaucoup, bonne soirée. On passe à la suite. J'ai des petits stickers, des goodies, des trucs comme ça si vous voulez venir. Merci.